Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu ressens le roller coaster émotionnel? C'est peut-être avec l'expérience puis l'âge, là. Quand tu sais, j'ai des gens au bureau qui sont plus jeunes, puis ils prenaient ça à cœur au début, puis je leur disais, écoute, tu vas voir, il va en avoir plein d'autres. Fait qu'arrête de... C'est comme un amour, finalement, hein, un peu. Si ça fonctionne pas avec ta personne avec qui tu es en ce moment, peut-être que c'est pas la bonne personne, ou peut-être que c'est pas... Tu sais, ne t'attarde pas. Continue, fonce. Hey, salut toi, bienvenue dans le podcast Making Money. Alors les gens qu'on va avoir comme invités ici, c'est du monde qui a réussi à bâtir de quoi de solide. Ils ont fait de l'argent. On va piger dans leur tête, dans leur mindset pour pouvoir te donner des modèles d'affaires réplicables. Ce qu'on veut donner finalement, c'est du contenu de qualité gratuitement. À bientôt. Hey, salut la gang! Donc, on est de retour pour le Money Making Podcast. Ici, on parle beaucoup. C'est vraiment... L'audience qu'on essaie de viser, c'est des jeunes professionnels, des jeunes qui veulent s'embarquer dans l'immobilier. Puis aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce que j'ai la chance d'avoir Fanny Rosbaum, mon collègue de PMML, qui est courtier immobilier, investisseur immobilier. C'est une femme en affaires qui a réussi à partir de rien à se démarquer dans ce monde de requins, dans ce monde d'immobilier que les jeunes pensent qu'il est impossible à conquérir, mais on en a eu une bonne raison ici d'avoir Fanny. Donc, merci d'être là, Fanny. Bien, merci, Nick. Écoute, j'espère que avec les questions que j'ai préparées pour toi, on va premièrement peut-être prendre le temps de mieux te connaître. Puis quoi de mieux que des questions en rafale? Qu'est-ce que tu en penses? J'adore le concept. C'est Bravo, bon? Nick. Vas-y, ce que je te propose de faire, dans le fond, c'est que la question va être assez courte. Essaie de choisir un sur deux. Je sais que des fois, ça va être tentant de prendre les deux choix, mais prends-en un, puis explique-nous brièvement pourquoi. Comme ça, les gens, en travers de discussions, ils vont savoir exactement quel genre de personne que tu es. Fait que, es-tu prête? Très, très, très prête. Super, super. Fanny, donc, voyage ou immobilier? Tu m'as demandé de séparer les deux. Là, tu viens me briser le cœur. Rapidement, là, si tu me dis vite, là, c'est immobilier. Si tu me dis que je peux plus jamais voyager dans ma vie, je vais te dire, oh là là, c'est difficile. Mais écoute, pourquoi pas combiner les deux? Voici ma réponse. Combiner les deux, tu fais de l'immobilier à l'étranger, tu gardes ton parc immobilier, tu fais des transactions, tu amènes des clients de l'extérieur à Montréal. Voilà. Exactement, surtout toi qui as travaillé longtemps dans l'industrie de voyage. J'imagine que c'est quelque chose qui t'a vraiment passionné, puis c'est difficile de faire un choix, hein? Absolument, parce que voyager, c'est découvrir, c'est apprendre, c'est difficile à battre, honnêtement. Puis, est-ce que ça me manque, le domaine du voyage? J'ai trouvé ma passion qui est l'immobilier, alors je suis contente de me consacrer à 100% à l'immobilier. Par contre, les voyages, tu peux toujours les faire dans tes congés, qu'on n'a pas beaucoup parce qu'on travaille fort, puis c'est bien correct comme ça. Mais quand on a, exemple, des vacances de Noël, la première chose, c'est que je prends l'avion. Puis si tu avais le choix de visiter un autre pays comme ça rapidement, ça serait quoi ton premier choix? Notre coup de cœur à Cédric et moi, c'est l'Afrique du Sud. Honnêtement, c'est magnifique. Comme vous savez, il y a souvent des gens, comme je vous savais, je suis pas une célébrité connue, mais comme toi, tu sais, Nick, le vin, c'est notre passion également. Alors, on a combiné les deux depuis les 15 dernières années, voyage vin. Alors, l'Afrique du Sud, superbe vin. Bien entendu, la France, l'Italie, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais l'Afrique du Sud, ça reste... Moi, quand j'ai un décision à prendre pour un voyage, c'est la première personne que j'appelle Fanny. Fanny, t'as quoi à proposer? La prochaine question, vin rouge ou vin blanc, Fanny? Rapidement comme ça, là, en plus qu'on est l'été en ce moment, je dirais vin blanc, mais c'est comme choisir entre tes deux enfants. Tu peux pas choisir. OK, dans certains événements, ça va être du blanc, du rouge, ça s'accompagne, l'accord mets et vin est très important. Mais quoi que le plus important, c'est la compagnie des gens. Je te dirais ça. C'est pas une couleur, c'est les gens. Wow, quelle belle réponse. Ça vient du cœur, pour vrai. Excellent. Fanny, résidentiel ou multirésidentiel? Bien entendu, j'ai toujours fait du multi. Le résidentiel, les gens pensent que j'ai déjà fait des flips, mais c'est pas le cas. Sais-tu pourquoi, Nick? Parce que moi, j'achetais des propriétés pour y habiter, mais j'aime déménager souvent. Ça peut paraître comme des flips, mais c'est pas ça. J'achète, puis après 2-3 ans, j'ai fini avec la designer, fini de rénover tout ça, puis j'ai envie d'un nouveau projet. Bon, c'est difficile pour Cédric, mais il s'adapte, il aime bien. C'est pour ça que quand tu dis le monde pense que c'est des flips, moi je pensais que c'était des flips, tu sais, parce qu'on se connaît depuis 5 ans, puis je pense que tu as changé de maison depuis 5 fois, depuis les dernières 5 ans, c'est pas plus. Pas loin, puis j'ai acheté un chalet, tout ça, mais c'était vraiment pas... J'ai jamais voulu flipper des résidences, c'est vraiment achète, puis après un petit bout de temps, on change. Vraiment, aucun flip jamais prévu. Puis je dis pas que c'est pas bon, au contraire, parce que c'était pas des moves financiers, c'était des moves
personnel. Mais honnêtement... C'est une passion plutôt de mener ça, de faire ça en beauté, quoi, un condo, de le valoriser pour y habiter, puis à un moment donné, bon, je suis tanné, j'ai besoin d'un projet, quoi. Oui, puis en plus, ça te permet de découvrir les quartiers de Montréal. Moi, je suis une Montréalaise à 200% de cœur et d'âme, là. C'est ma ville. Alors, j'ai habité sur le Myland, le Plateau, Huntsic, nomme-les. J'ai pas mal tout fait les quartiers ou presque. Ouais, c'est sûr, tu as déjà des super bons conseils à donner pour des restaurants aussi. Ce qui m'amène à une prochaine question. Restaurant gastronomique ou cuisine maison? J'ai repensé à ça. J'avais reçu les questions avant, puis j'avais encore un petit choix difficile à faire ici. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'un bon repas à la maison avec des amis. Oui. Les amis, c'est important dans notre vie, hein? Les amis, les contacts, tout ça, mais la famille aussi, il ne faut pas oublier. Alors oui, les repas à la maison en famille, puis les repas au restaurant, bien ça, c'est une autre... On dirait que j'ai 40 passions, mais bon, ça, c'est une autre passion. Ça va avec le vin, bien entendu. Alors oui, repas gastronomique, voilà. Fait que quand t'entends parler, tout est relatif. Absolument. Très bon courtier, ça. Préfères-tu être courtier étoile ou investisseur avisé? Je suis pas une personne qui vise à être une étoile. Ce que je veux dire par là, c'est que... Courtier reconnu ou investisseur? Je pense que reconnu avec l'équipe, ça se passe super bien, puis on a une bonne business. Je pense qu'on a déjà un certain... On a toujours à faire plus, là. On a toujours des sommets à franchir, puis je suis d'accord, puis je suis pas rendu au top puis de ce que je veux faire, mais on a une équipe super performante qui va bien. Alors, je dirais pas du tout étoile, mais c'est une équipe performante à la hauteur de PMML. Bien sûr, bien sûr. Comme toi, ton équipe, comme on a Thierry, on a Pat, on a plein d'autres équipes comme ça qui sont... Bien sûr. Ben, en étant VP de PMML, c'est sûr qu'on baigne dans l'immobilier. Depuis très, très longtemps, on est tous les deux investisseurs en immobilier, puis je pense qu'on va jaser de ça. Les gens, soyez patients, on va vous donner des bons trucs pour devenir, si vous voulez être courtier, on va vous donner des trucs pour devenir courtier. Si vous voulez être investisseur, ben, on va vous partager des trucs pour aller rapidement dans l'investissement. Donc, le podcast est fait pour sensibiliser ceux qui sont entre 18 ans et 35 ans ou encore plus pour se lancer en affaires dans l'immobilier et faire de l'argent. Dans le fond, pour se libérer financièrement puis vivre une vie de passion. Puis, je pense qu'on a quand même réussi à toucher un petit peu dans cette direction-là, puis on a des choses à dire. Donc, pour en finir avec les questions en rafale, Fanny, je sais qu'on navigue un peu partout, mais il en reste une couple. Un pays à revisiter, je t'ai déjà posé, mais la question que je pense qui est intéressante, en te connaissant, tu étais quelqu'un de très persévérant et charismatique. Si tu avais un choix à faire, ce serait-tu la persévérance qui serait le plus payant ou le charisme? Et tu vas encore dire que je suis pas originaire, là, je peux pas choisir parce que le charisme, c'est tellement important, la connexion avec les gens. Honnêtement, là, avoir des clients, aller chercher des clients, c'est personnel avant tout. Combien de pourcentage de la conversation avec ton client, est-ce que tu parles de business? 20 25 C'est vrai. Moi, honnêtement, là, c'est des contacts humains. Je le dis, puis je répète toujours la même chose, là, mais c'est entre deux personnes. Côté charisme, donc très important chez un courtier, sourire, être gentil avec les gens, aller dans des soirées, on va sûrement en reparler tantôt selon les questions que j'ai lues. Mais c'est important d'être présent partout. Puis, persévérance, bien, c'est pour être chez PMML dans des agences aussi performantes et... Ça prend de la persévérance. Ben oui. Puis c'est du travail. Puis c'est pas du travail négatif. C'est pas, c'est trop de travail. Au contraire, si on aime ça, ça paraît pas du travail. Alors c'est... Comme on dit, c'est pas le stress qu'on vit, c'est la pression et l'intensité. Oui, c'est de l'intensité, mais on est tous ensemble dans le même véhicule qui avancerait rapidement, alors c'est excitant. Puis c'est le fun avec le mot intensité, c'est que si tu es en mesure de contrôler l'intensité. Si c'est trop intense, ben tu baisses un peu comme le volume. Si c'est pas trop intense puis tu as envie de faire plus de transactions, tu augmentes le volume. Donc, tu es en contrôle. Exactement. Donc, persévérance, c'est essentiel. Charisme, pour ceux que c'est moins leur force, les gens, ben c'est peut-être... Je veux dire, chacun trouve son compte quand même. Tu peux être peut-être meilleur dans les chiffres, moins charismatique, mais tu es un solide analyseur, puis tu as déjà des immeubles, tu as tes clients. C'est pas essentiel, mais c'est quand même important. Mais pour toi, qu'est-ce qui est plus payant, le charisme ou la persévérance? Je sais que c'est les deux, mais mettons, si tu dis, moi, Fanny, là, quand je regarde dans le miroir, je dis, c'est que je suis bonne. Non, mais justement, j'aime pas ça. J'aime pas dire, mettons, moi, je suis le numéro 1. Tout le monde est numéro 1, de toute façon. Si tu remarques dans les publicités, là, c'est difficile de dire qui est vraiment numéro 1. Mais l'important, c'est d'avoir une bonne business qui s'en va quelque part, puis on a toujours des buts à atteindre. Fait que je regarde dans le miroir, puis je me dis, je suis pas rendu à la moitié de ce que je veux faire.
Ah, c'est merveilleux. Parfait, ça. Excellent, Fanny. Conseil de pro ou instinct de vente? Sur quoi fiez-vous lors de la prise de décision importante? Conseil de professionnel ou instinct de vendeur? Conseil professionnel, là, avec le temps, on les a acquis. Puis ça m'aide énormément dans mon investissement aussi. Okay. Alors, tu as des mentors dans l'investissement, toi, je le sais bien. Tu côtoies des gens qui ont atteint des sommets plus élevés que toi pour des conseils. C'est ça. Puis le fait d'être courtier, tu apprends énormément de trucs. C'est extraordinaire. Puis après ça, ces trucs-là de certains clients, je les apporte à d'autres clients. Alors, je pense que c'est très positif. Puis pour moi, personnellement aussi, qui a des immeubles depuis plus de 10 ans, on est rendu à un certain nombre d'unités, puis on a appris beaucoup. Bien, ça, c'est transmis aux clients. Fait que c'est super important des conseils de pro. J'ai peut-être une petite anecdote. Quand il y a un immeuble qu'on a acheté nous, en passant chez PMML, on ne peut pas acheter les immeubles si un client chez PMML est intéressé à un immeuble, on ne peut jamais être en compétition avec eux. C'est super important parce que c'est de l'éthique professionnelle, premièrement. Donc, quand on achète, c'est souvent des choses qui traînent sur Centris depuis longtemps. C'est important de le mentionner. Les gens peuvent dire, toi, on me dit ça parfois, toi, t'es chanceuse, t'as accès à tous les deals avant. Pas du tout. Si je fais un listing, je veux le vendre, je veux pas l'acheter. Si on voit un deal, on l'envoie à nos clients. Ben oui. Puis quand ça traîne très longtemps, puis le monde ne voit pas le potentiel, mais là, t'es libre d'acheter quelque chose qui a déjà fait le tour. Exactement. Puis j'ai un deal comme ça faisait 2 ans qu'il traînait sur le marché. Il y a un collègue qui m'a appelé, puis il m'a dit, Fanny, il y a un immeuble X sur le plateau qui est intéressant, puis il se vend pas. Puis écoute, ça fait 2 ans qu'on essaie de le vendre, on a parlé à tout le monde, puis écoute, tout le monde le trouve trop cher. Ben nous, on l'a acheté, puis je te vous dirais que je suis vraiment contente de l'expression vache à lait. Là. Ben souvent, les très bons deals vont se retrouver avec le temps. Des immeubles qui traînent sur le marché longtemps, parce que le vendeur va être plus flexible, il va peut-être avoir une balance de vente. Il y a des choses qui changent, les circonstances, puis la pression de la motivation de vendeur augmente aussi avec le temps. Il y a une raison pourquoi il l'a mis en vente. Donc, il ne faut pas négliger l'inventaire qu'on a, nous, toi puis moi, à vendre depuis un bout de temps, ou Centris pour les jeunes investisseurs qui commencent, right? Tu as tellement raison, puis tu sais, les gens veulent la nouveauté. Hey, je veux un pocket listing. Oui, OK, je comprends que c'est excitant, mais il faut penser aussi qu'il y a des super bonnes choses. Écoute, nous, les loyers là, sur le plateau, là, je veux dire, c'est exponentiel. Comment tu peux... je veux dire, les possibilités sont infinies. Tu es tellement bien localisé. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont bons. Là. Il n'y a pas que le plateau. J'arrête pas de parler du plateau, mais même Montréal-Nord, il y a des super opportunités. Hein. Il ne faut pas lever le nez sur l'est de Montréal, qui est quand même... Absolument. Qui a des belles possibilités. Je pense que le deal se fait dans les circonstances où est-ce que l'immeuble se trouve. Donc, c'est un peu l'économie locale. Bon, on a fait le tour. Fanny, écoute, des questions à rafale. Maintenant, ce que je te propose, c'est que vu que l'audience qu'on essaie d'avoir, ce sont des jeunes professionnels qui veulent s'investir dans l'immobilier, qui veulent développer peut-être une carrière en immobilier, veux-tu qu'on approche comme un angle un peu spécifique pour cibler ce genre de personnes-là, pour les toucher, pour les sensibiliser? Donc ça, je propose la première question. De zéro à héros en immobilier. Partage une histoire personnelle sur la façon dont tu as commencé sans rien et que tu as construit une carrière en immobilier. Tu sais, mettons qu'on a 20 ans, toi puis moi, OK? Puis ce qu'on peut faire, c'est que tu donnes ton opinion en tant que femme, puis moi, je donne en tant qu'homme. Fait que ça doit être des opinions un peu différentes, mais sensiblement pareilles. Donc, si tu as, mettons, 22 ans, 25 ans aujourd'hui, puis tu as l'expérience que tu as aujourd'hui, puis le savoir, qu'est-ce que tu ferais pour commencer, pour aller plus vite, soit en carrière ou en investissement? C'est une question qui n'est pas facile parce que le premier conseil que j'aurais pu dire, c'est allez vous former. Faites des formations avec le club immobilier, MREX, il y en a plein, mais pas tous qui nous correspondent. Alors, allez chercher la formation qui vous convient. Bon, de un, là, tu me dis, si tu as déjà ton expérience aujourd'hui puis tu retournes en 22 ans, je te dirais que, mon Dieu, j'aurais beaucoup plus de portes. J'ai un nombre qui est quand même respectable en ce moment, puis je suis fière, mais comme je disais tantôt, je ne suis pas rendue à la moitié. Que ce soit comme courtier, que ce soit comme investisseur, j'ai beaucoup de croûte à manger encore. Mais les conseils de base, pour un jeune, se former, s'entourer. Oh, très important. Un architecte, un notaire, un courtier immobilier, ça, c'est la base. Travailler avec des courtiers immobiliers qui sont spécialisés en multilogement, si vous êtes en multilogement. Je dis pas que les autres n'ont pas la capacité, mais moi, je ne vends pas de condo, alors je ne vais pas vous accompagner dans la vente de condo. Ce n'est pas mon domaine. Alors, il faut s'accompagner. Allez voir des gens. Prenez-vous un mentor, c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et comment on ferait pour aller chez un mentor? Toi qui travailles déjà avec des mentors, mettons, moi, j'en ai pas de mentor. Qu'est-ce que tu me suggères? Qu'est-ce que tu dois faire pour te trouver un mentor? Tu sais, est-ce que j'appelle quelqu'un,
un certain Bill Gates puis je dis, écoute, je veux que tu m'aides? J'ai déjà fait ça pour vrai, peut-être pas aussi haut que Bill Gates, par contre. J'ai pas appelé Bill Gates, mais j'ai appelé le président d'une entreprise qui était bien en vue à Montréal, puis je me suis dit, j'ai rien à perdre. Alors, j'ai écrit un petit message sur LinkedIn, puis il m'a répondu, on est allé prendre un café, puis après ça, ben, il a continué à me coacher. Parce que, my God. Puis il n'y a pas... Tu sais, puis j'aurais été prête à payer, mais c'était lui, il vous disait, moi, je veux redonner. Puis je me sens responsable aujourd'hui de redonner comme ça aussi. S'il y a des jeunes là, qui... tu sais, ben, éventuellement, je pourrais mentorer. Je suis encore jeune dans un sens. Ceux qui ont compris, qui savent lire entre les lignes, vous savez quoi faire. Ouais, disons d'un point, peut-être en ce moment, on manque de temps, mais éventuellement, puis pourquoi pas, peut-être 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, peu importe. Moi, je pense que tu as touché un bon point. Puis le bénévolat, je appelle ça pas le bénévolat, mais de redonner à ceux qui savent profiter de ce que tu leur donnes, puis te remercier pour l'avoir fait, te donner au moins le sentiment que c'est pas du temps perdu. Je pense que c'est important parce que tu te sentirais bien, puis la personne, ça l'aiderait drastiquement dans sa poursuite. Exactement. Puis pourquoi moi, c'est ça, j'ai eu de la chance. Tu sais, c'est comme les podcasts qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, là? C'est pour aider. Ouais. On est en train d'en faire de l'aide, puis que ça s'appelle bénévolat ou pas, pour nous, c'est redonner au suivant. Puis Patrice et Sana, chez PMML, c'est leur mission, là. Ouais. Tu sais, oui, une entreprise, il y a un côté... Ils sont très forts là-dessus. Ben oui, c'était super important. Alors voilà, eux autres, ils nous emmènent là-dedans, puis nous, on veut juste continuer. C'est vraiment drôle parce que quand tu dis Patrice Sana, des fois, il rentre dans ton bureau et tu dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour t'aider? T'es comme, wow, qui me pose cette question-là? Même ma femme, des fois, me pose pas cette question-là. Exactement. Non, mais c'est tellement bien dit, parce que parfois, en blague, Cédric arrive à la maison puis il dit, parle-moi de toi, Fanny, là. Qu'est-ce qui va? Tu sais, qu'est-ce qui va pas? Parle-moi de ta journée. Ça, c'est exactement sur le moule de Patrice et Sana. Ils veulent savoir comment tu vas parce qu'ils veulent t'aider. C'est vrai, c'est ça. Puis je parlais en blague de ma femme, c'est une personne très formidable. Là. Donc, quelques points ici. Quelques points ici. Astuces immobiliers pour débutants. Explique comment les jeunes adultes peuvent vivre gratuitement en louant une partie de leur propriété pour économiser sur les frais de... Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait, puis j'aurais dû faire, honnêtement, Nick. Mais écoutez, pour la base, si on parle là, au début, OK, j'ai commencé au 10-30, un petit condo. Moi, je suis urbaniste de formation, puis j'ai vu que le 10-30 s'en venait. Il y avait même pas une pelletée de terre qui était faite. J'ai dit ça, ce secteur-là, ça va grossir sans bon sens. Et c'est ce qui est arrivé. Mais moi, j'ai acheté un petit condo à 140 000. Un an plus tard, je l'ai revendu. Encore là, c'était pas un flip. Tu sais, les gens vont dire, ouais, Fanny, tout le monde pense que je fais des flips. J'ai jamais fait ça. J'ai déménagé parce que, premièrement, comment j'ai fait pour faire de l'argent avec ça, c'est que j'ai pris une coloc qui payait presque tout mon hypothèque. J'avais 2 chambres. Tu te prends un condo 2 chambres, tu loues. Alors, c'est ça que j'ai fait. Ça m'a apporté une certaine mise de fonds. J'ai vendu. Bon, j'ai rencontré Cédric entre-temps. On a acheté, là, on avait chacun une mise de fonds. C'est qu'il faut faire attention à son argent aussi. Hein. Tu sais, ça, je fais un peu ma tante là, en disant ça. Puis les jeunes au bureau sont tannés de m'entendre, mais il y a plein de petits trucs pour faire attention à son argent. Fait qu'il faut que tu ramasses un peu toi-même. Tu vas te chercher peut-être des partenaires, Love Money avec ta famille. Il y a plein de trucs. Mais à la base, c'est ça. Puis pour en revenir à ta question, je tourne en rond. C'est pas un rafale, là, c'est vraiment long, mais... On a fini la rafale. On peut être long. On peut prendre le temps. On peut prendre le temps. J'aurais dû peut-être aller rester dans un duplex, triplex, quadruplex, juste pour... Tu as une portion qui est payée. Tu sais, toute seule. Tu vis en bas, mais souvent, c'est presque... Ça dépend, là, avec les prix qui ont évolué. Des fois, c'est moins le cas, mais tu peux payer une portion de ton loyer. Mais c'est pas confortable, vivre dans un triplex ou vivre en coloc. Mais quand tu as... Exemple, j'ai 31... Là, moi, je suis dans la quarantaine maintenant, mais si j'avais 31 ans, puis c'était à refaire, au lieu de m'acheter une maison à X $, pourquoi je m'achète pas un multi-résidentiel puis je l'habite? Exactement. On s'en fout du confort. Ce qu'on veut, au début, c'est aller plus vite. Fanny, écoute... mythe de l'immobilier démystifié. Démontre des idées reçues sur le marché immobilier et l'investissement. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est que l'immobilier, pour certains, c'est des mythes. Okay? Ça veut dire que peut-être qu'ils pensent que c'est fait pour des personnes qui sont âgées, ou peut-être que ça prend de l'argent pour faire de l'argent, ou peut-être qu'il faut être plus intelligent qu'un autre, ou bien c'est pas fait pour quelqu'un, mettons, qui est coiffeur. Il dit, qu'est-ce que je vais faire dans l'immobilier? C'est quoi le mindset que cette personne-là doit adopter pour se défaire des peurs ou des craintes d'une industrie qu'ils ne connaissent pas tant que ça, finalement, si on peur de ça? Il faut s'entourer, comme je disais tantôt. Si moi, j'ai pas... Exemple, je veux faire de la bourse, je veux faire du day trading, c'est pas le cas du tout, mais si c'était le cas, je vais aller chercher des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je vais me coller à eux,
puis je vais écouter beaucoup. Au début, tu peux être comme un stagiaire, j'ai un ami qui fait, il y a à peu près 1000 logements. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il aide beaucoup des jeunes. On parlait d'aide encore. Ben c'est ça. Il prend des jeunes une journée, il fait visiter, il me l'a déjà fait à moi aussi quand j'ai commencé, il m'a fait visiter son parc immobilier, puis il m'a parlé plein de petits trucs, puis par la suite, il était disponible pour répondre à mes questions quand j'ai acheté mon premier immeuble. J'ai acheté un 17 logements à Montréal-Nord. C'était assez rock'n'roll, mais lui, puis je pleurais quand mon premier locataire, ou presque quand mon premier locataire est parti, mais j'avais rien compris. Quand un locataire quitte, on rénove et on reloue. C'est ça. C'est positif, ce n'est pas une perte. Toi, tu étais un peu déçu de ça Ben, je connaissais pas rien. C'est ça. J'ai parlé avec un mentor avant, puis tout ça, mais j'y allais à la pièce. Aujourd'hui, j'en reviens pas que j'avais fait ça, là, que j'étais inquiète parce que j'ai un locataire, mais il faut pas voir ça comme j'achète une maison. C'est l'incertitude, dans le fond. Oui, mais il faut foncer. Prenez-vous, puis premièrement, justement, les podcasts là, de motivation. Ouais, faites-vous confiance. Mais oui. Ouais. Puis pourquoi, comment tu veux... Cédric, vous allez rire, j'arrête pas de parler de Cédric, mon mari, mais la première nuit qu'on a eu notre 17 logements à Montréal-Nord, là, j'ai pas dormi parce que j'avais peur. Puis Cédric m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer, t'as peur de quoi? Est-ce que tu penses que pendant la nuit, l'immeuble va exploser ou comment tu veux qu'on perde avec un immeuble à logement? Si tu as le moindrement des capacités, tu t'en occupes. C'est comme dans n'importe quoi. Tu t'occupes de ton mariage, tu t'occupes de ta femme, bien, ça va être positif. Normalement, ça devrait bien aller. Alors... Tu peux pas le perdre. Tu peux pas le perdre. Surtout, c'est de la brique et bois. C'est assuré. Tu vas perdre quoi? Mais les gens sont inquiets. On sait pas dans quoi on embarque, quoi. Puis, il y a un autre point que je sais pas si on allait traiter, mais j'en parle maintenant, c'est que les prix. Les prix, tout est trop cher sur le marché. J'ai entendu une madame dire ça pendant 5 ans, puis elle a jamais acheté d'immeuble. Écoute, le train passe, là, monte sur le train. Sinon, écoute, tu vas me manquer une occasion incroyable. Puis oui, j'ai l'air d'une vendeuse en disant ça, mais c'est super important de foncer. En immobilier, comme on a dit, là, je vois juste oui, il y a des petites embûches, bien sûr, il n'y a rien de parfait, mais c'est vraiment très stable et rentable. Alors, n'hésitez donc pas. Oui, absolument, absolument. Tu fais penser à la question suivante, dans le fond, est-ce que beaucoup de jeunes en ce moment qui vont mettre leur priorité à sortir dans les boîtes de nuit, à rester collés devant un PlayStation ou faire des choses qui ramènent, que font peut-être donner du plaisir, mais ça donne aucun avancement en tant qu'entrepreneur, en tant que carriériste. Est-ce que les jeunes dans cet âge-là, ils doivent mettre du temps pour ces plaisirs-là? Toi, quand tu avais 25 ans, est-ce que ton accent était où? Tes priorités étaient comment? Honnêtement, là, c'était mes études universitaires. Ben, plus 20 que 25, là. Mais j'ai fait mon bac, après ça, j'en ai fait un autre. Puis honnêtement, j'étais en appartement, mais je faisais hyper attention. T'as pas besoin d'avoir une vie plate pour faire attention. Les gens disent « Ah, mon Dieu, dans ton temps, tout était moins cher. » Dans mon temps, on n'a pas 75 ans, ou 90. Alors, honnêtement, faire attention. Quand tu vas dans un endroit, tu n'es pas obligé de suivre tes amis qui font 400 000 par année, puis toi, tu commences. Prends ton temps, une étape à la fois. Mm-hmm. Fais des moves intelligents. Puis j'arrête pas de le dire, mais les gens plus vieux, on va penser que c'est eux autres sont déconnectés. Mais ils ont des bons conseils à t'apporter. Écoute-les un peu. C'est vrai, hein? Il faut savoir lire entre les lignes parce que l'expérience humaine et les principes, les règles se répètent. C'est juste les circonstances qui changent. Exactement. Tu sais, les médias sociaux, nous, on est là-dedans, mais peut-être la génération avant nous, elle comprend un petit peu moins, mais c'est essentiel. Mais en même temps, passer toute ta journée là-dessus, est-ce que c'est la solution? Non, oui, là, si tu vas me dire, peut-être les influenceurs font des millions, puis il y a des blogueuses, puis peut-être, mais c'est pas pour tout le monde. Fait que si tu gagnes pas ta vie comme ça, passe plus de temps à travailler ton avenir qu'à regarder Instagram. C'est ça, mais ça n'empêche que des fois, si tu regardes Instagram pour les Reels, puis sont vraiment quelque chose qui est en relation avec ce que tu aimerais faire, des conseils d'investissement, des conseils psychologiques, là, c'est différent. Tellement. Tu sais, mais regardez, je sais pas, TikTok, des fois, je suis surpris des choses que je vois là-dessus. Puis il n'y a pas une fortune qui s'est faite sans l'immobilier. Si tu regardes les gens localement ici qui sont fortunés, mettons Ray Junior Courtemanche, Luc Poirier, on en a plein d'autres aussi, sont dans l'immobilier. C'est des gens qui savent faire de l'argent avec l'argent. Puis regarde, mettons qu'on retourne un peu en arrière, puis là, c'est des jeunes adultes, on a 25 ans, 27 ans, ça nous tente de trouver la date et tout, puis là, on essaie de courir après différentes relations. Mais si on regardait l'immobilier en tant qu'une date, tu sais, toi, là, tu choisirais quel genre d'immeuble tu choisirais, là, qui serait genre le match parfait pour toi en dating? Premièrement, on dit aux gens qu'il faut qu'ils foncent rapidement, mais en même temps, prends pas n'importe quoi. Tu vas pas être heureux.
sais, comme, prends pas, exemple, ce secteur-là, là, je vais aller à... Je veux pas nommer de secteur pour être impoli, là, mais il y a des secteurs comme moi, je suis très location, OK? C'est pour ça que j'ai investi dans un quartier centraux. Mais quelqu'un qui me dit, bien, on va aller dans telle municipalité parce que c'est pas cher. D'accord, mais toi, quand tu vas revendre, est-ce que tu penses que ça va exploser? Il n'y a pas de transport en commun presque, il n'y a pas ça. Alors, prends le temps de choisir, puis comme encore là, informe-toi, va pas poser des questions. Il n'y a pas juste un prix, on ne magasine pas dans une grande surface ici. Là. On fait un move pour longtemps, là, peut-être. Prends le temps de choisir, puis choisis bien. Puis quand tu as le petit gut feeling en dedans, là, très important. Je le sens pas, cet immeuble-là, je le sens pas, passe à l'autre. Mais encore là, si tous les immeubles, tu les sens pas, peut-être que tu as besoin d'un petit cours, un petit cheer-up de quelqu'un, une petite motivation. Si tu bouges écouter pas. le podcast Making Money avec Nick, tu sais. Oui, exact. Ah, c'est sûr. Écoute, c'est un bon conseil. Moi, je pense que le conseil que je donnerais, c'est un peu similaire. Dans le fond, c'est juste apprendre apprendre l'immobilier, de savoir exactement dans quoi tu t'embarques, puis quel genre de relation sur 5 ans vous allez avoir sur 10 ans avec cet immeuble-là, tu sais, comment tu vas l'optimiser. Et les locataires qui sont là, est-ce que c'est des locataires ou est-ce que c'est des locataires avec lesquels tu peux t'entendre? Puis c'est sûr qu'on ne se marie pas avec le locataire, il change de temps en temps. Le plus important, c'est l'immeuble. Moi, je pense que location, c'est quand même très, très, très important. Puis être proche de son immeuble. C'est comme avoir une relation à longue distance. « Hey, j'ai trouvé un deal là, Shawinigan, on va acheter là pour 15 000 la porte. » Puis là, je suis super content. J'achète un sixplex pour 60 000. Mais oui, mais t'es à Shawinigan. Tu connais pas les locataires qui sont là. Les revenus locatifs. Puis malgré que ça fait du sens sur papier, tu vas-tu aller à Shawinigan à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un problème à régler? Bon point. C'est qu'une relation à distance, ça ne durera pas longtemps. T'as-tu quelqu'un qui peut s'occuper de tes immeubles à Shawinigan ou à Québec ou peu importe? C'est pas, moi, on dit pas que c'est pas bon, mais on fait juste dire, pense-y comme il faut. Si ton partenaire habite à Shawinigan, peut-être que c'est bon. Oui, si tu as un partenaire, oui, bien sûr, tu pourrais. Donc, il y a toujours, c'est sûr qu'il y a des solutions. Personnellement, moi, je préfère avoir des immeubles, comme des fois, le monde parle d'investir dans un condo au Mexique. Oui, mais tu sais, peut-être en 2e, 3e lieu d'investissement, mais pas en tant que ton investissement premier, le plus profitable. Je suis vraiment d'accord avec ça. À moins que, tu sais, il faut se gâter quand tu as un certain succès à un moment donné. On ne dit pas à 22 ans de commencer avec un condo au Mexique, mais si c'est ce qui te drive, vas-y aussi. Là. Mais d'un autre côté, attends d'avoir un certain confort financier. Là, tu peux acheter. On fait pas toujours des moves. Moi, j'arrête pas de dire, je fais des moves intelligents, mais mon condo, j'ai acheté un condo où je suis confortable, qui est un peu plus cher. Puis j'ai de l'argent qui a. C'est une bonne mise de fonds qui a collé là. J'aurais peut-être pas dû la mettre là. Peut-être je peux l'utiliser pour acheter d'autres deals. Fait que tout n'est pas rationnel non plus. Mais à un moment donné, tu atteins un certain niveau où tu te dis, regarde, là, j'ai quand même un certain confort, je fonce, puis je m'achète des petites gâteries aussi. Fait que bon, le condo, tant mieux, mais pas à 22 ans, pas à 30 ans, à moins que tu as les possibilités correctes, là. Mais ça, c'est personnel encore là. Hein. J'ai pas la vérité absolue, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je te dirais, je suis d'accord avec toi, Nick, fais des investissements ici, solides, puis après ça, tu peux peut-être voir avec ça. Mais sur ton propre expérience, tu dis que tu avais commencé dans l'immobilier, t'as pas hérité d'argent, là. Je veux dire, tu as commencé ta bâti toi-même en tant que femme forte. Est-ce que c'est quoi ton premier investissement que tu as fait? C'est quoi? Ben, premièrement, qu'est-ce que t'a permis de ramasser la première mise de fonds? Puis c'est quoi le premier investissement que tu as fait? Puis comment ça a été? Justement, tu sais, comme je parlais de mon petit condo 10-30 que j'avais payé 140 000, un an plus tard, je l'ai revendu 180 000. Est-ce que c'est beaucoup, 40 000? Non. Par contre, dans ce temps-là, j'ai rencontré mon mari. Après ça, on a chacun mis 40 000. On a acheté, puis on avait un petit peu d'argent de côté parce qu'on faisait attention. Qu'on a acheté, c'était 150 000, acheté un 17 logements dans le temps, à Montréal-Nord. Wow. Est-ce que j'ai choisi le meilleur secteur? Mon courtier, à ce moment-là, m'avait dit que oui, c'était plus comme avant Montréal-Nord, c'était complètement changé. C'était un petit bout qui était comme le ghetto. Ça a été... Là, je connais bien Montréal-Nord. J'habitais là. Il y a des bons coins, puis honnêtement, ça s'est quand même nettoyé, puis il y a des bons deals à faire, donc il faut pas lever le nez sur rien, mais... Bref, moi, j'ai commencé comme ça, puis de un à l'autre, tu revends, puis je dis pas de faire des flips, comme je disais, j'en fais pas, puis les multis, surtout pas. Essayez de les garder. Essayez de les garder. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis jeune, quand je suis plus vieux, il faut passer à d'autres choses. Il faut vivre un peu aussi. Il faut les vendre. Mais quand tu es vieux, je pense que tu devrais vendre puis donner l'opportunité aux jeunes qui sont proches de toi, dans ta famille, d'investir avec eux, de leur apprendre de ton expérience. Moi, souvent, on voit les gens qui t'appellent puis ils ont 80 ans. Je ne vais pas vendre mon immeuble. Mais oui, mais tu as 85 ans. Profite de la vie. Profite de la vie. Aide quelqu'un à bâtir quelque chose parce que tu fais rien. Ton argent est pogné dans un bloc. Tandis que tu as 10 jeunes qui tournent autour de toi, qui sont pleins de potentiel, que tu peux aider à bâtir quelque chose de leur vie. C'est vrai. C'est pas plus utile? C'est ça. Honnêtement, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des... C'est comme un bébé, ton immeuble. On voit qu'il y en a qui sont très attachés. Mais c'est pas un bébé, c'est ça, c'est du briquet bois. Puis c'est ça, des fois, c'est ça qui me fait...
Mais je comprends. J'ai pas la vérité absolue. Puis tu disais donc. Mais c'est ça. Pour eux, moi aussi, je suis d'accord que mes immeubles, c'est des moves financiers. Il y en a un que j'aime plus que l'autre, peut-être. Mais comme on disait, quand je disais c'est comme un bébé, on voit ça dans les yeux de certains propriétaires. Mais pour moi, c'est un move financier, c'est pas un bébé. Puis je suis prête à le laisser aller s'il le faut. Si je veux vivre, là, rendu à... Il y a beaucoup de jeunes investisseurs dans 40-50 qui disent, gars, à un moment donné, moi, je pense que je vais pas... je vais vendre, là, parce que, regarde, je suis rendu là, puis je vais faire d'autres choses, puis je veux profiter de la vie. Justement, c'est le temps là, de profiter de la vie. Un coup que tu as fait ce que tu voulais, vends. Là, c'est le temps de passer à d'autres choses. Exactement. Puis sinon, on dirait que tu fais juste ramasser. Je pense que c'est ça la mentalité avant nous, la génération précédente. C'est qu'on veut tout ramasser parce qu'on a peur de perdre, on a peur de s'en départir. C'est ça qui fait qu'en sorte, ils font juste empiler le stock. Totalement. Puis l'argent, c'est du stock. Est-ce que tu sais, c'est bien pour tes héritiers là, de léguer cet argent-là, fantastique, mais toi, tu n'as pas envie d'en profiter un petit peu aussi? Ils ne savent pas en profiter souvent, les gens qui sont plus âgés, c'est ça la chose. Ils sont tellement habitués à travailler fort. Ouais. Fait que c'est pour ça que si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a des blocs, soyez persuasif pour qu'il puisse les refinancer ou les vendre avec Fanny ou moi pour pouvoir utiliser cet argent-là pour investir dans vos propres business, dans votre propre évolution, puis faire quelque chose de la vie pendant qu'on le peut encore, sans perdre de temps. C'est pour ça que les balances de vente, c'est une belle option. Tu restes comme un peu dans l'immeuble, tu fais des profits, de l'intérêt, puis tu fais de l'argent pendant que tu n'es plus propriétaire. Fantastique. Les balances de vente, là, c'est bien entendu, là, bon, c'est un autre sujet de podcast. Bien sûr. C'est très délicat dans le sens que il faut juste choisir bien la bonne personne. Tu sais, comme on disait, comme en couple. Je ne ferais pas confiance en n'importe qui pour ma balance de vente, mais tabarnouche qu'on a des possibilités. Là. C'est un super beau produit, surtout en ce moment avec les taux qui sont plus élevés. Quelle belle opportunité. Il faut que les gens comprennent que c'est une belle option. C'est important de le considérer. Il ne faut pas juste dire « Ah non, moi, je ne veux pas de balance de vente. » Un instant, on va regarder ensemble. C'est qui l'acheteur? Oh, l'acheteur, il y a déjà 600 logements. Puis, tu sais, je rencontre les gars ou des filles, ils sont sharp. Je veux travailler avec eux. Bon, pourquoi qu'on y va pas? Tu as absolument raison. Mais je pense que des fois, des choses qui limitent les gens, c'est un manque de résilience ou avoir la peur d'être rejeté. Peu importe, tu sais, on travaille dans le domaine, toi puis moi, le rejet, là, on en voit ça en faisant de la prospection, tu vis de ça. Puis, c'est avoir la résilience face au rejet. Les jeunes qui commencent dans l'immobilier, ben ils vont se faire rejeter par leurs demandes auprès des vendeurs, par leurs courtiers, parce qu'ils font des demandes qui sont pas tout à fait légitimes. Fait que comment tu développes une résilience face au rejet si tu as, mettons, 25 ans, 27 ans dans ces eaux-là? Tu sais, la facilité, là, comme dans la société aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont rapides. Je t'envoie un texto, il faut que tu me répondes dans 3 minutes, sinon tu n'es pas correct. Il faut faire attention à ça, c'est pas la réalité. Tu sais, dans le sens que si tu as des échecs, là, bon, ça va faire un peu concept déjà fait à l'avance, on l'entend tout le temps, mais c'est après quelques échecs que tu vas peut-être trouver la pépite d'or. Sois patient. Parce que ça existe de trouver la bonne avenue. Mais si tu ne cherches pas, puis tu restes assis dans ton salon, puis tu te restes assis à slider sur Facebook ou sur... C'est correct de faire des médias sociaux pour apprendre plein de choses, comme on disait tantôt. Mais, tu sais, retrousse tes manches. Va dans les soirées de réseautage. Va rencontrer des courtiers. Appelle des bons courtiers. Tu sais, fais un tour. Puis tu vas voir que, tu sais, arrête d'avoir peur. T'as bien sûr raison. La question que je me pose à chaque fois... je vois une femme réussir dans l'immobilier. Est-ce que c'est plus facile de réussir en tant que femme ou en tant qu'homme dans l'immobilier? Est-ce que c'est plus facile? Je pense que c'est pas plus facile. C'est pas mal pareil. Ce que je trouve, c'est qu'il y a un très faible pourcentage, malheureusement, de femmes parce qu'il y a tellement d'opportunités là, sur le marché là, pour tout le monde. Mais exemple, le sommet de l'immobilier la semaine dernière, il y avait peut-être, je sais pas, 80% d'hommes encore. Là où est-ce que tu as fait ton panel? Oui, c'est ça. 80% d'hommes. Sur notre panel, il y avait 3 femmes sur 6. Avec la modératrice. Fait que ça, c'est quand même un bon ratio, 50-50. Ça serait l'idéal. Mais encore là, est-ce que c'est l'idéal, pas l'idéal? C'est pas à moi de juger, mais honnêtement, il n'y a pas assez de femmes en immobilier. Puis mesdames, venez-vous, on a de la place pour vous. Absolument. Dans le commercial, mais dans le résidentiel, encore plus facile. On voit beaucoup de femmes réussir dans le domaine résidentiel. Donc, si ça vous tente de faire du courtage immobilier, je pense qu'une bonne place pour commencer, ça serait dans une équipe où est-ce que vous pouvez vous former, avoir des compétences, des connaissances et l'expérience. Puis après ça, ben toujours en restant souriant, je pense que les femmes ont le charisme naturel. Donc, bon, ça peut être un atout, mais il y a des hommes qui sont très charismatiques aussi. Fait que je vois ça comme est-ce que c'est un avantage?
Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non aussi, parce que, tu sais, les vieux de la vieille, là, des messieurs là, dans le domaine industriel, il y a déjà des courtières qui m'ont dit qu'il y a des messieurs qui étaient très machos. Oui, peux-tu me prêter ton conjoint parce que, tu sais, toi, t'es une femme, tu comprends pas l'immobilier. Oh là là. Ça peut être rough. Ah, ça existe encore dans le monde où on vit? Puis ça fait pas longtemps. C'est pas moi qui ai vécu ça, c'est une autre collègue. Okay. Mais elle me disait qu'il y a des machos qui veulent parler à un homme. Écoute, non, ça existe, mais ça va partir avec Mais comment toi, tu te prendrais dans cette situation-là? Toi, t'es une femme avec... comment dire? Du torque. Du torque, exact, du torque. Du chien. Est-ce que tu serais devenue méchante ou tu vas juste le replacer à sa place diplomatiquement? Je pense que ayant travaillé dans l'aviation avec toutes sortes de personnes, puis dans le service à la clientèle depuis très longtemps, je pense que j'ai le doigté pour répondre à ça sans... Tu vois rien comme une insulte, de toute façon. Quelqu'un peut se faire placer poliment, puis on dirait que... On m'a déjà dit que j'avais comme un talent là-dedans de placer les gens poliment. Juste passer ton message. Mais écoute, s'il veut absolument travailler avec un homme, nous autres, on a l'avantage que dans mon équipe, j'étais avec Cédric. Oui. Alors, bon, parle à Cédric. Tu vois, moi, je suis une personne qui parle vite, qui bouge vite. Ça peut énerver, puis c'est correct. Mais en même temps, on peut solidement cliquer avec des gens qui sont comme moi, qui ont mon énergie. Puis si toi, tu veux une personne plus calme, ben, tu peux travailler avec Cédric, c'est une personne plus posée, plus calme. Parfait. Tu sais, on a les deux. Ouais, c'est ça l'avantage d'une équipe. Tu sais, dans une équipe, toi, tu as des gens qui sont peut-être plus tu sais, ils connectent avec... plus patients que moi, oui, des fois. Ça m'aide beaucoup, ça. Exactement. C'est ça, moi, c'est mon point. Je suis pas la plus patiente, mais ça dépend avec qui puis quoi. Tu sais. Absolument, absolument. Fanny, la stratégie du Monopoly... est-ce que tu considères ça, un Monopoly, comme un bon exemple d'une réalité de l'immobilier ou pas tant que ça? Oui, c'est une introduction à l'immobilier, c'est intéressant. Puis ce que j'aime, là, j'ai réfléchi quand j'ai lu la question là, avant le podcast, puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, comme exemple, tu achètes Avenue du Parc, là, les bleus, là, sur le Monopoly, tu sais, tu achètes des propriétés. Broadway puis l'autre. Oui, ben c'est ça, tu achètes ces propriétés-là. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont regroupés. Ça, c'est un bon conseil à donner aux jeunes. Achetez vos immeubles, c'est possible, condensés. Ah, tu parles d'accumuler les mêmes couleurs. Oui. Fait que, tu sais, ça peut être un concept de dire, écoute, j'achète dans le même secteur. Ça, je le connais. Premièrement, c'est quoi l'avantage? Je le connais, ce secteur-là. Je sais combien je peux avoir pour un 4,5. C'est pas comme on m'a dit que je le fais, j'en ai d'autres des portes. Après ça, ben pour la maintenance. Mon concierge, mon homme de maintenance, il va être partout, ou ma femme de maintenance, peu importe, il va être partout. Si il faut qu'elle aille à Vaudreuil, il faut qu'elle aille à Candiac, après ça, il faut qu'elle aille à Rivière-des-Prairies, là, on perd du temps. Fait que, tu sais, je dis pas que si t'as pas un deal loin de tes autres immeubles, de pas y aller du tout, mais c'est le fun de condenser. Ça aide. C'est vrai, t'as raison. Puis moi, pourquoi j'aime le jeu immobilier? Je disais le jeu immobilier, bien sûr, je l'aime, mais le jeu Monopoly, pourquoi je l'aime? C'est parce que en jouant au Monopoly, ce que j'aime là-dedans, c'est la négociation entre les différentes parties. Ah. Donc, si toi, t'as une carte que je veux, jamais je vais te lâcher. Tu sais, je vais dire, qu'est-ce que tu veux pour la carte? Puis si c'est trop cher, ben, je vais essayer de te négocier de différentes manières, différents taux ou différentes opportunités. Donc, d'après moi, ça amène quand même quelqu'un qui pense comme ça à développer une compétence de si tu veux quelque chose, il y a toujours une manière de l'avoir. Ne pas se sentir rejeté, ne pas claquer la porte, mais d'essayer, dans un autre tour de jeu, de reposer la même question, mais différemment. Intéressant. Donc, c'est ça que je trouve que c'est vraiment hot là, pour développer un peu ce sens-là. C'est vrai, tout à fait. C'était-tu déjà arrivé de trouver dans différentes opportunités en immobilier des choses que les gens ne voient pas? Que tu étais la seule personne à voir? Bien, entre autres, c'est celui que je parlais tantôt sur le plateau. Là, c'est un 20 unités ou 17 unités que mon collègue avait en listing depuis très longtemps puis il ne se vendait pas. Oui. Moi, je l'ai vu dès qu'il est sorti. Est-ce que je l'ai vu? Bon, écoute, j'ai pas l'œil. Oui, c'était sur le marché pendant 1 an, cette affaire-là. Ah, quasiment 2, je pense. Puis honnêtement, je l'avais vu, puis j'étais comme, tu sais, ça me travaillait. Puis je disais, à quel client je pourrais le... Puis à ce moment-là, les petites unités, ça plaisait pas à tout le monde, puis la SCHL ne les finançait pas nécessairement. C'était comme nouveau. Mm-hmm. Alors, nous, on a dit, bien, écoute, on a vérifié que personne n'était intéressé. On a parlé avec le patron, puis tout le monde était d'accord. OK, vous avez le droit de faire une offre. Puis on s'est entendu avec le vendeur. Fait que, honnêtement. Ça, c'est une belle acquisition. Tabarnouche. J'en parlais tantôt, là. La localisation, coin Mont-Royal, près du métro. Fait que, tu sais, des opportunités. Je dis pas, tu sais, faut pas suranalyser les deals. Il faut qu'on regarde les chiffres, mais regarder le potentiel, c'est bien important. Non, c'est bien ça. Non, c'est sûr, tu as fait une belle acquisition. Je l'avais vu, cet immeuble-là aussi très, très longtemps, mais j'ai pas vu la chose que toi, tu as vue là-dedans. Donc, on a chacun quand même une différente vision sur les opportunités. Ça va faire un peu drôle de dire ça, mais je suis pas une personne que... Ça n'a pas aucun sens de dire ça, là, mais je suis pas une personne de chiffres à la base. Tu sais, je suis très à l'aise avec les chiffres, oui,
Mais moi, j'ai regardé les chiffres quand même, mais j'ai regardé aussi la localisation, comme je disais tantôt. Puis qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là, avec mon partenaire, puis ma partenaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On est 2 couples qui ont acheté ensemble. On a vu. Les chiffres sur premièrement, le TGA était très bon parce qu'il était déjà presque optimisé, mais je savais qu'on pourrait aller chercher plus haut. Moi, je suis forte dans la gestion puis l'augmentation des loyers. Quand je dis augmentation, là, bien entendu, en toute justice, là, pas déraisonnable. Bien sûr. Mais le dernier aussi qu'on a fait, là, c'est près collé sur le métro Mont-Royal, un 50 logements. Je l'avais. Il traînait encore sur Centris depuis très longtemps. Puis j'ai décidé de l'acheter, puis très, très heureuse de ce move-là. Il ne se vendait pas sur Centris. C'est un autre bel exemple, ça. Ouais. Qui était pas sur Centris. Il était sur Centris. Il était sur Centris. Puis il était là depuis plus d'1 an encore. Tout le monde disait « Ah, c'est trop cher. » Mais attention, premièrement, j'ai un petit conseil. Premièrement, mais 20e peut-être. On est là pour ça. Tu vas être d'accord, Nick. Quand tu vois quelque chose qui est trop cher, appelle le courtier, puis écoute l'histoire derrière ça. Je ne dis pas de prendre une demi-heure, mais tu sais, je vais te dire, regarde, ma vendeuse, mon vendeur est rendu à tel niveau. Pas de niveau, mais est rendu là, dans son cheminement. Tu sais, des fois, tu as des vendeurs, au début, ils ne veulent pas décontaminer, ne veulent pas baisser le prix. Puis c'est basé, je demande au vendeur, exemple, ton prix de vente, toi, c'est basé sur quel chiffre ou quelle donnée? Ah, ben moi, je veux ce chiffre-là, c'est un chiffre que j'ai toujours voulu. OK, bien, on va commencer comme ça, mais c'est pour ça que je vous dis, au début, le listing sort, tu vas faire, oh mon Dieu. Par contre, avec le temps, là, ou appelle le courtier, puis vois avec lui l'histoire. Peut-être que cette personne-là, on va essayer de faire une offre. Peut-être qu'on attend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis après ça, elle va comprendre qu'on n'a pas eu 40 appels, puis 5 offres, puis peut-être qu'elle va juste s'adapter. Moi, c'est ma force un peu d'arrimer les gens avec le marché, puis qu'après ça, on dit, OK, voici un juste prix pour vendre. Absolument, tu as raison. Il y a du monde qui sont très rough, ils font juste envoyer l'offre, puis c'est insultant. Mais si tu parles avec le courtier, comme disons, tu appelles Fanny, moi j'appelle Fanny, je dis Fanny, j'ai un acheteur, c'est quoi l'histoire? Là, tu me dis si, ça, puis la madame, elle est prête peut-être à laisser une balance de vente parce qu'elle n'est pas pressée, elle n'a pas besoin de son argent. Fait que là, c'est sûr que ça change la donne. On va trouver des solutions. Exactement. Pour s'arrimer à l'histoire, pour s'arrimer aux besoins du vendeur. C'est ça. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Fanny. C'est tout le temps quelqu'un qui est très direct, elle cache pas les formations, puis elle veut que ça se fasse. On est des closers, Nick. On est des closers. Ouais. On a fait plusieurs transactions ensemble, puis plusieurs d'autres à venir. Pour donner un petit conseil pour, mettons, Fanny, regarde, nous autres, ça fait longtemps qu'on est dans l'immobilier, hein? On travaille fort, puis on a bien réussi, tout en restant humble. Si on a quelques conseils à donner pour les jeunes qui veulent se lancer dans le courtage, mais vraiment en tant que courtier immobilier, ça serait quoi? Bien sûr, après avoir suivi la formation, est-ce que tu t'en irais directement dans le résidentiel ou dans le commercial si tu aurais recommencé? Moi, je suis tellement contente d'avoir commencé avec PMML directement. Là. Ça a été un moteur de propulsion là, incroyable, un turbo plus. J'en mettrais pas assez de plus. Un Red Bull. Peut-être, mais voilà. Peut-être que... Écoute, ça va dépendre de ce que toi t'aimes. Encore là, tu sais, je peux pas te dire c'est la seule chose à faire, mais j'ai une amie qui a fait son cours de courtier, puis je lui ai dit, voici la différence. Là, tu peux choisir. Elle est allée en résidentiel, puis elle aime ça parce qu'elle a un autre emploi à côté. Mm-hmm. Mais dans le commercial, puis surtout chez PMML, tu focuses sur une chose, puis c'est pas la même chose du tout, hein? C'est pas la même chose. Du tout. Moi, j'aime le commercial, je dirais pas. C'est pas la même chose parce qu'on en a fait une semaine, puis les résidentiels, ils ont pas de fin de semaine. Ouais, ça dépend, là, mais comme là, il y a un long week-end, ça va être on va travailler. Mais... Ouais, par contre, c'est vrai qu'on travaille, c'est quand même, les 60 heures, on les fait pareil. Oui. Oh, comme il faut. C'est ça, puis ça dépend des semaines, là, mais honnêtement, c'est totalement différent. Informez-vous, parlez, comme j'ai dit tantôt. Quand tu fais de l'immobilier, tu vas voir quelqu'un qui a un parc immobilier. Tu veux devenir courtier, appelle Nick pour savoir, ou appelle un courtier. J'ai reçu beaucoup d'appels des gens qui veulent se lancer dans ça. Je leur tout dit la même chose. Regardez, choisissez le domaine, puis ensuite, vas-y, fonce. Puis si tu as besoin d'aide, ben on est là. Exactement. Fait que c'est selon ce qui correspond à ta personnalité. Si tu es très patient puis tu aimes faire beaucoup de visites, va dans le résidentiel. Si tu aimes faire des offres, après visiter. Puis nous autres, avec le système de PMML, c'est très efficace. Là. En tout cas, bref, on a les meilleures données possibles sur le marché. Fait que c'est vraiment... C'est quoi les 2 choses que tu aimes beaucoup de ton métier? Ben, les gens. Dans tous mes métiers, comme si j'en avais fait plusieurs, là, j'étais pour Air Canada avant, mais c'est les gens. Les gens. Tu sais, des gens comme toi. Travailler avec des gens comme toi, Nick, là. Tu sais, ça rend la chose tellement agréable. Tu as hâte de rentrer au bureau. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est closer. C'est comme une drogue. Je vais faire comme François Gagnon, là, closer, là, c'est vraiment ma drogue. Close. Let's close the more. C'est ça. Mais, puis, tu sais, avant de closer, t'as quand même les up and down, là. Ouais.
T'as-tu, ça te débalance-tu les sauts de... Pas d'humeur, je te dirais, mais les sauts de confiance que tu as dans le deal. Tu sais, des fois, tu reçois un appel à 9h du soir ou un texto, ben finalement, j'ai pas mon argent, je sais pas quoi faire. Le partenaire, il s'est désisté, fait que là, t'es comme merde. On est en train de canner ça, puis tu m'appelles avec une mauvaise nouvelle. T'es donc ben plate. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu ressens le roller coaster émotionnel? C'est peut-être avec l'expérience puis l'âge, là. Quand tu sais, j'ai des gens au bureau qui sont plus jeunes, puis ils prenaient ça à cœur au début, puis je leur disais, écoute, tu vas voir, il va en avoir plein d'autres. Fait qu'arrête de... C'est comme un amour, finalement, hein, un peu. Si ça fonctionne pas avec ta personne avec qui tu es en ce moment, peut-être que c'est pas la bonne personne, ou peut-être que c'est pas... Tu sais, ne t'attarde pas. Continue, fonce. Ben, c'est peut-être pas la même chose, tu sais, dans un sens, mais dans un autre sens. Ouais. Tu sais, cette personne-là, elle veut pas closer le deal, ben je vais trouver quelqu'un d'autre pour closer ce deal-là. Puis c'est pas méchant, là. C'est vraiment juste... Mais avant tout, tu vas quand même te s'assurer qu'il n'y a plus d'autres choses à faire avec ben oui. ça. Non, mais c'est vrai. On a exploité toutes les options possibles. Ben oui, c'est ça. Ben non, on laisse pas aller comme ça. Non, là. C'est ça. Non. Quand t'as bâti quelque chose depuis des mois que tu travailles sur une transaction, c'est pas pour rien. Nous autres, je te vois aller, puis je me connais, là, si on mord dans un deal, c'est parce qu'on mord fort. Les dents sont bien alignées. Les dents sont bien alignées, là. Puis c'est parce qu'on veut que ça se fasse. Puis on sait que c'est pour la bonne chose à faire. Exact. Fait que, puis, mettons les choses qui te découragent un peu dans le domaine. On veut être honnête avec les gens. Là, on parle des belles choses dans l'immobilier, c'est le fun, on fait de l'argent, puis on travaille fort, on est bien entouré. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais qu'est-ce qui est difficile en tant que courtier immobilier? Dans certains... Quand tu commences, entre autres, là, moi, c'est pas mon cas parce que la business, elle roule depuis plusieurs années, mais quand tu commences, c'est difficile parce qu'il faut que tu établisses ta clientèle. Puis dans un marché comme à l'automne dernier, qui est habituellement notre marché le plus fort, ça a été tranquille pour certaines personnes. Puis ceux qui commençaient n'avaient pas leur cours. Tu n'as pas tes clients, ta clientèle qui te rappelle régulièrement. Tu sais, tout le monde a eu c'est difficile, peur. C'est de démarrer, quoi. Oui, je pense que c'est plus ça. Moi, il n'y a rien que je déteste vraiment de mon métier, honnêtement. C'est tu apprends tous les jours, tu apprends avec les autres, les collègues, tu apprends avec tes clients, il n'y a pas grand-chose de négatif, là. Oui, tu travailles beaucoup, mais moi, j'aime ça. OK? Il y en a qui pourraient dire que tu n'as pas de vie. Bien, moi, je l'aime, ma vie de pas de vie, supposément. Là. Je l'aime. Mais surtout que toi aussi, tu as eu dans ton équipe plusieurs courtiers qui ont juste eu leur licence puis sont venus te voir. Puis toi, tu les as formés. J'en vois une couple. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Puis je pense que c'est ça qui est bien dans ce qu'on fait, c'est qu'on redonne. Et puis, je pense qu'on est bien placé pour te donner des bons conseils. Mettons, toi, quand un courtier qui commence, qui vient d'avoir sa licence, là, c'est quoi tu dis? La première chose à faire, là, j'en sais de base, là, tu bâtis ta fondation en faisant ça, puis après ça, tu vas avoir du succès. C'est quoi que tu donnerais comme conseil? J'ai tout le temps les expressions en anglais, là, mais vas-y all-in. Veux dire, mets tout ce que tu peux. Si tu réussis pas, c'est parce que tu n'as sûrement pas assez donné. Donne des heures, donne de l'effort, va dans du réseautage. Il n'y a pas juste une façon. Fais des podcasts, fais des vidéos informatives. Il faut que tu te sois vu. Fais ton compte Instagram parfaitement. Très important. Faut que tu sois partout. Faut que tu travailles tout le temps. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Absolument. C'est ça mon conseil. Absolument, très bon conseil. Et puis moi, j'en ai un aussi à ajouter par-dessus ça. C'est que all-in, ça veut aussi dire que travaille sans voir le résultat. Bâtis tes compétences, bâtis ton expertise, fais des choses gratuitement, fais des choses pas gratuitement, ce que je veux dire, c'est ça, donne-en plus. Oui. Fais plus de visites, fais plus de prospection, fais-toi dire non plus souvent, parce que c'est comme ça que tu vas te bâtir du bon knowledge. Exactement. Puis un jour, qui sait? Ça rapporte. Ça rapporte. Ça, c'est garanti, on le voit maintenant. Hein? Les gens reviennent, nos clients là, qu'on a servis là, il y a des fois 5 ans, ils reviennent. Fait que moi, je trouve ça incroyable. C'est la force des personnalités qui s'entendent bien, puis la force d'avoir été bien servi, puis on revient. Puis on recommande à d'autres amis aussi. Puis aussi, en étant courtier immobilier, c'est un faible coût pour rentrer dans le domaine. Si t'es bon, tu peux commencer à faire de l'argent, puis en même temps, toi, tu peux peut-être confirmer, est-ce que tu as quand même eu des bonnes compétences, des bonnes connaissances en faisant du courtage pour apprendre sur l'investissement immobilier? Incroyable. C'est indéniable. Ben oui. Oh mon Dieu. Je te dis, c'est un outil exceptionnel. Pas vrai. Ouais. Sans mettre trop d'argent en formation, puis je veux dire, c'est très bon d'avoir des formations, mais si tu veux, comme on dit, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux lire, mais tu vas juste retenir 10%. Exact. Si tu veux retenir 30%, il faut en parler. Si tu veux retenir 100%, ben, il faut être impliqué, il faut baigner dans le domaine. Fait que des gens qui sont là, qui se posent la question, faites-le. Je sais que c'est peut-être pas
une circonstance économique la plus idéale avec la montée de taux, mais reste que les hustlers, les gens qui hustlent, ils vont réussir. Totalement d'accord. Hey Fanny, je pense que ça fait le tour de table, à moins que tu as quelque chose d'autre à partager. Moi, je te dis merci. Je t'apprécie beaucoup. Et puis, merci d'être venu. Puis, je pense que c'est pas la dernière fois. Et puis, si vous voulez suivre Fanny, on va mettre ses coordonnées dans cette vidéo ici. Fait que merci d'être là. Puis, au prochain podcast, restez à l'affût. Money Making, on vous apprend tout sur comment faire de l'argent rapidement en suivant une route déjà préétablie par les gens qui ont bien réussi. Alors, à plus. Merci Fanny. Merci. Ciao. Bye.